Bonjour à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo consacrée au film de 2018 Black Panther, ou en français La Panthère Noire. Ce film de super-héros est un film à gros budget tiré de l'univers de Marvel et distribué par Walt Disney Studios. Un des sujets abordés dans ce film afro-américain, c'est le lien qui existe entre l'Afrique et le reste du monde, plus particulièrement l'Occident. Ces pays africains dont les ressources sont pillées depuis des siècles par des sociétés dites évoluées, tout ça aux dépens du peuple africain qui reste, lui, largement exploité et oppressé. Ici, vous le savez, je me focalise sur l'aspect moral. Donc c'est uniquement selon une perspective basée sur la loi naturelle que je vais vous présenter certains éléments de ce film. Si je fais régulièrement ce genre de vidéos, c'est parce que le cinéma est un des moyens par excellence pour faire passer des idées dans le subconscient du spectateur, et cela sans que celui-ci n'en soit même conscient. Ces messages peuvent être très problématiques lorsqu'ils ne sont pas clairement reconnus, et ils peuvent nous amener à considérer certaines actions immorales comme normales, ou encore pire, considérer ces transgressions comme morales et justes. Notez que j'ai déjà fait ce petit exercice avec d'autres films comme Le Roi Lion et Aladdin. Donc si cela vous intéresse, ou si vous souhaitez pouvoir indiquer à vos enfants les points d'attention dans ces films, n'hésitez pas à les visionner. Ok, comme à chaque fois, je rappelle la loi naturelle sur laquelle je me base pour juger de la moralité des actions dans cette réalité. Cette loi est très simple et je crois vraiment que chaque humain reconnaît intuitivement qu'elle est juste. Malgré tout, peut-être que certains diront qu'elle est naïve ou utopique et que la réalité est bien trop complexe pour que ce simple principe puisse être appliqué. C'est pour cette raison que j'essaie à travers toutes mes vidéos de vous faire comprendre que oui, cette loi est simple, mais cela ne l'empêche pas d'être applicable à toutes les situations apparaissant dans notre réalité. Donc, dans ce qui suit, je vais simplement évaluer avec vous la moralité de quelques séquences de ce film, et vous verrez que les idées véhiculées dans ce film se retrouvent dans de nombreux autres films de super-héros. Si vous n'avez pas encore visionné le film, je vous encourage à le faire avant même de regarder la suite de cette vidéo, car je vais révéler certains éléments clés de l'intrigue, ce qui gâcherait votre plaisir. De plus, visionner ce film avant de regarder la suite de ma vidéo vous permettra de voir si vous remarquez les mêmes éléments que moi ou pas. Comme toujours, si vous avez des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à me le faire savoir via le canal Telegram qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ok, commençons par planter le décor de ce film. Cette histoire se déroule dans l'univers des héros Marvel, un univers fantastique, très semblable au nôtre, si ce n'est la présence de la magie, des technologies extraterrestres ultra avancées et d'êtres au pouvoir surnaturel. Et donc, dans Black Panther, il est très facile pour le spectateur de faire le parallèle consciemment ou inconsciemment entre ce qui se passe dans le film et ce qui se passe dans notre monde actuel. D'ailleurs, plusieurs scènes se déroulent dans un lieu qui vous est probablement familier, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Le pays des personnages principaux est le Wakanda. Aux yeux du monde, le Wakanda n'est qu'un pays pauvre d'Afrique, parmi d'autres sans grand intérêt. Mais derrière cette façade se cache un pays ayant une technologie dépassant de loin celle du monde extérieur. Cette technologie est basée sur un minerai spécial provenant de l'espace et aux propriétés extraordinaires, le vibranium. Le Wakanda protège jalousement ce minerai et s'assure qu'il ne puisse être utilisé en dehors de ses frontières. En vivant isolés du reste du monde depuis des siècles, les Wakandais ont su bâtir une société prospère et pacifique en équilibre avec leur environnement. Le Wakanda applique une politique de non-intervention dans les affaires étrangères. Ce qui se passe en dehors du Wakanda ne concerne pas le Wakanda, à moins qu'il s'agisse d'une affaire liée au vibranium, bien sûr.
Maintenant, disons quelques mots sur les principaux personnages de cette histoire. Il y a tout d'abord le héros de l'histoire, T'Challa, le Black Panther. C'est un héros au bon cœur qui veut répondre de son mieux aux attentes de ceux qui l'entourent. Au début, il souhaite garder le Wakanda isolé et protégé, et donc malgré le fait qu'il soit prêt à aider une personne en danger si celle-ci se fait attaquer par des criminels, il ne souhaite pas intervenir dans la politique des gouvernements, même si ces mêmes gouvernements agissent ouvertement comme des sociétés criminelles contre l'ensemble de leur peuple. Ensuite, il y a le vilain, le méchant de l'histoire, Eric, alias Killmonger. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, cela signifie simplement marchand ou dealer de meurtres de mort. C'est le cousin de T'Challa, qui a vécu toute sa vie en dehors du Wakanda sans son père. C'est un psychopathe, un pur produit de l'endoctrinement de l'armée. Pour lui, une vie n'a aucune importance. Seul comptent ses objectifs. Dans le film, il a deux objectifs, venger son père et soumettre les oppresseurs du peuple noir. Les autres personnages secondaires dont nous parlerons ici sont T'Chaka, le père de T'Challa, c'est le roi qui vient d'être tué dans une attaque terroriste quand le film commence. Car oui, à l'époque, on n'était pas encore à l'heure des dangereux virus et autres variants en tout genre, mais c'était les heures de gloire des méchants terroristes. Après tout, quoi de mieux pour les gouvernements qu'une menace invisible qui peut frapper à tout moment pour propager la peur et ainsi garder le contrôle des masses. T'Chaka est un roi présenté comme un être bon et sage, attaché aux valeurs de ses ancêtres et prêt à tout pour défendre son peuple. C'est un peu Mufasa dans le Roi Lion. Puis, il y a N'Jobu, l'oncle de T'Challa, et donc le père d'Eric. Il a été envoyé comme espion en dehors du Wakanda. Il est choqué par la violence et l'oppression que subit le peuple noir et prône une réponse tout aussi violente à ces agressions. Il sera tué par son frère le roi T'Chaka alors qu'il tente de s'en prendre à Zuri qui vient de le trahir. Zuri étant un fidèle serviteur du royaume dont nous parlerons un peu plus loin. Il y a Okoye, la fidèle protectrice du trône, présentée comme non seulement forte mais également digne et juste. Et pour finir, il y a Nakia, la petite amie indépendante de T'Challa. C'est l'archétype de ce qui est présenté par les médias comme la femme moderne. Elle est ouverte au monde extérieur et pense que le Wakanda ne doit pas rester renfermé sur lui-même. En gros, l'histoire qui est contée ici, c'est celle de l'intronisation de T'Challa, la tentative de prise de pouvoir de son cousin Eric, et pour finir, l'ouverture du Wakanda au reste du monde. On assiste donc à un affrontement pour le pouvoir entre deux visions du monde, l'une étant présentée comme positive à travers le personnage de T'Challa, et l'autre présentée comme négative en la personne d'Eric. Donc ici, rien de nouveau au niveau du thème, c'est l'affrontement classique entre le bien et le mal, entre guillemets. Car, comme nous le verrons, il faut avoir une boussole morale bien alignée sur la loi naturelle pour réellement discerner le bien du mal dans ce film. Tellement les frontières entre ce qui est moralement bien et ce qui est moralement mal sont brouillées. Donc maintenant que le contexte est posé, examinons ensemble plusieurs séquences de ce film. Commençons par les premières secondes du film. Là, dès le début, des idées fausses sont présentées aux spectateurs et ce qui est traître, c'est que, comme dans le Roi Lion, ici aussi, on va utiliser la figure paternelle comme une autorité naturelle pour faire passer des idées immorales. Et évidemment, il y a la musique, les couleurs, tout est fait pour donner une illusion de sagesse ancestrale à la séquence. Dans cette séquence, le roi T'Chaka raconte à son jeune fils T'Challa comment le vibranium est arrivé sur Terre et les débuts de la nation du Wakanda.
Il lui raconte qu'initialement, les tribus du Wakanda étaient en constante guerre entre elles, et cela jusqu'au jour où un guerrier chaman reçut des pouvoirs surhumains en suivant les conseils de l'esprit de la panthère. Ce guerrier devint roi et le premier Black Panther, le protecteur du Wakanda. Dès ce moment-là, toutes les bonnes tribus acceptèrent de vivre sous le règne du roi, sauf la tribu Jabari qui s'exila dans la montagne. Par la suite, le Wakanda utilisa le vibranium pour mettre en place des technologies plus avancées que toutes les autres nations. Et pendant que eux prospéraient, les autres peuples de la Terre continuaient à s'entretuer, probablement car ils n'avaient pas un bon roi à leur tête pour les discipliner. C'est donc pour protéger le vibranium de ces bêtes humaines que les Wakandais décidèrent de se cacher à la vue du monde. Cette idée que les humains sont des bêtes et qu'une société ne peut prospérer que si elle est dirigée par un bon roi est une idée récurrente dans les arts sous toutes leurs formes. On présente la soumission à une autorité comme un élément moral et juste, un élément nécessaire à la création d'une société. Or, rien n'est moins juste. La loi naturelle est claire. Il n'y a aucune autorité sur un autre être qui soit moral. Cette soi-disant autorité est toujours immorale. Tous les êtres sont libres et égaux en droit. Il n'y a pas d'exception et donc aucune autorité n'est légitime. Dans ce film, la soumission est omniprésente. En fonction de son rang, il faut garder sa place dans la pyramide sociétale. Par exemple, lorsque T'Chaka rend visite à son frère au début du film, celui-ci doit s'agenouiller et baisser la tête. Juste après cette soumission, et pour faire passer la pilule, le roi montre qu'en dehors du protocole, il est cool, sympathique. Plus tard dans le film, lors de la cérémonie de succession, on voit cette société dite avancée miser sur un combat sauvage entre familles royales pour désigner son futur dirigeant. On est plus proche du royaume animal que du royaume peuplé d'êtres éduqués. Là encore, le but c'est de trouver qui devra se soumettre et qui pourra dominer. J'en profite pour rappeler que même si nous avons beaucoup de points communs avec les animaux, nous avons également un esprit capable de raison, plus avancé que celui des animaux, et donc nous pouvons juger du bien et du mal, et ainsi dépasser nos instincts primaires. Choisir un maître est toujours immoral. Que ce choix soit fait de manière sauvage comme dans le film, ou que ce choix soit fait de manière plus civilisée par un vote par exemple. Notez également que dans ces systèmes pyramidaux, tout le monde ne peut pas devenir maître. C'est toujours les mêmes familles qui se partagent le pouvoir et qui mettent en place des mécanismes permettant de s'assurer que leur domination dure dans le temps. Il est également intéressant de noter que la tribu des montagnes se plaint de devoir se soumettre au roi, mais cette tribu est également organisée autour de la soumission constante à l'autorité. Toujours lié à la soumission, quand T'Challa arrive dans le monde astral ou celui des esprits, à un moment, il se met à genoux devant son père et lui demande pardon de ne pas avoir pu le sauver. Et là, que lui dit son père? Il lui dit « Lève-toi, tu es roi. » Ok. Est-ce que l'idée derrière cette phrase, c'est que les rois ne s'agenouillent pas comme les soumis? Dans cette séquence, il y a également cette phrase intéressante dite par le père. Il dit « Tu es un homme bon avec un bon cœur, et il est difficile pour un homme bon d'être roi. » En fait, il aurait dû dire qu'il est impossible pour un homme bon d'être roi. Un homme réellement bon n'acceptera jamais
la soumission d'autres êtres vivants. S'il veut les aider, il les guidera en tant qu'égal et non en tant que maître. D'ailleurs, même si en général T'Challa parle de manière correcte à ceux qui l'entourent, par moments on voit la facette de dominateur ressortir, comme au moment où il parle à ses serviteurs comme à des chiens pour leur demander de sortir, ou quand il rappelle à Zuri que c'est lui le roi. Comme si le fait d'être roi lui donnait des droits que les autres n'ont pas. Un autre élément intéressant ici, c'est que lorsque Sa Majesté T'Challa se déplace, il est toujours protégé par ses esclaves suiveurs d'ordre. Et cela même pour se déplacer dans sa propre ville située dans une société soi-disant évoluée et en paix. Est-ce que dans une civilisation éveillée, un homme bon a besoin d'une garde rapprochée lorsqu'il se déplace parmi ses semblables? Peut-être que sa vie vaut plus que celle des autres? Tous ces petits détails normalisent des comportements et des coutumes immorales dans notre propre société. Un autre élément qui est assez caractéristique de nombreux films grand public, c'est le fait que les motivations et les phrases dites par les méchants sont souvent plus justes que celles du héros. Mais comme elles sont prononcées par le vilain de l'histoire, ces idées sont associées au mal dans l'esprit des spectateurs. Prenons par exemple Eric, ce pur produit des gouvernements, un être formé pour obéir et assassiner pour le compte des gouvernements. Ici, cet individu est considéré comme véritablement méchant, non pas parce qu'il assassine sans remords ni conscience, mais parce qu'il le fait pour ses propres intérêts. D'ailleurs, lorsqu'il faisait la même chose pour le compte du gouvernement d'un gentil pays, alors là, ça ne choquait personne. Eh bien, ce personnage dit plusieurs fois des phrases assez justes. Comme lorsqu'il est dans le musée et qu'il demande si les ancêtres de la responsable ont payé un prix correct pour acquérir les artefacts, sous-entendu qu'ils les ont volés, ce qui est clairement vrai dans de nombreux cas. Le comportement des civilisations colonialistes a toujours été parmi les plus immorales qui soient, même lorsqu'elles venaient soi-disant pour apporter le savoir et la science. Une petite remarque ici, et qui est valable dans tous les cas, c'est que les descendants ne sont jamais responsables des erreurs et des transgressions de leurs ancêtres. Chacun est responsable de ses propres actions. Maintenant, rien n'empêche des êtres justes de corriger des injustices faites par leurs ancêtres ou par d'autres transgresseurs. Une autre séquence intéressante se déroule lorsqu'Eric est amené dans la salle du trône, devant le roi T'Challa et les chefs de tribu. Ici, Eric mélange la vérité à des comportements sociopathes. Il dit qu'il veut le trône comme un bon petit tyran, et il ajoute « Vous devez vous sentir bien ici, car il y a 2 milliards des miens, à travers le monde, sous-entendu le peuple noir, qui ont une vie bien plus dure. » Clairement, ici, Eric pointe l'opulence et le faste dans lequel vivent les soi-disant élites, pendant que d'autres sont oppressés. Remarquons ici qu'il n'y a pas que le peuple noir qui est oppressé dans ce monde. La majeure partie des humains de ce monde sont sous un esclavage plus ou moins féroce. Dans cette conversation, quand Eric dit qu'il va utiliser le Wakanda et son vibranium pour libérer les opprimés, T'Challa argumente qu'il ne veut pas apporter la guerre dans ce monde, et que ce n'est pas aux Wakandais d'être juge, jury et bourreau pour les autres. Ici, Eric le reprend et il lui dit « Quels autres ?» faisant ainsi référence à une origine commune de l'espèce humaine. Et en effet, seul l'injuste fait une différence entre des êtres qui souffrent selon leurs origines ou leur aspect extérieur. Nous devons bien comprendre que généralement, les héros considèrent que c'est au peuple de se dresser contre ceux qui les oppriment, en sachant pertinemment que les esclaves n'ont pas les moyens physiques de faire cette rébellion, et cela sans compter l'endoctrinement dont ils sont les victimes.
Les héros ne veulent pas changer le monde. Ils maintiennent le statu quo qui profite à une petite classe de maîtres psychopathes et malfaisants. Souvent, les héros des films s'attaquent aux criminels désignés par les gouvernements et ils suivent la justice injuste des hommes. Un véritable héros, ou tout simplement un être juste, se doit d'intervenir lorsque des êtres souffrent, car leurs droits et leurs libertés sont violés. Surtout s'ils en ont la capacité. Toujours lié à cette inaction du Wakanda, face à l'injustice, Eric dit une fois qu'il est sur le trône « D'où je viens, quand les Noirs commençaient une révolution, ils n'avaient pas le pouvoir des armes, ni les ressources pour combattre leurs oppresseurs. Il demande au Conseil où était le Wakanda. » Encore une fois, Eric est conscient de l'injustice qui règne dans ce monde et déclare des vérités évidentes. Ce que veut faire Eric, c'est utiliser les stratégies des colonisateurs contre eux-mêmes. Il veut envoyer des armes au vibranium, aux peuples opprimés dans le monde entier. Ainsi, il agit exactement comme le font les pays occidentaux actuels ou les autres puissances lorsqu'elles veulent déstabiliser un pays en armant des milices ou en imposant des embargos qui n'affectent au final que les pauvres populations civiles. Eric dit qu'il veut que les oppressés se soulèvent et tuent ceux au pouvoir. Mais évidemment, il faut qu'il ajoute qu'il faut aussi tuer leurs enfants et tous ceux qui sont à leur côté. Tout ça histoire que le spectateur se rappelle que ces mots viennent de la bouche d'un malade mental. Eric voit clairement l'injustice dans ce monde, ainsi que l'hypocrisie et la lâcheté de la société comme celle du Wakanda. Mais dans son obsession pour la justice, ses actions sont aussi immorales que celles des tyrans qu'il prétend combattre. Dans la série Les méchants disent des vérités, il y a aussi N'Jobu, le père d'Eric. Cet homme est présenté comme un radicalisé à cause de la souffrance qu'il a vue dans le monde. Il prône aujourd'hui la violence contre les institutions et le système oppresseur. N'Jobu dit, en parlant des peuples opprimés, des leaders ont été assassinés. Les armes et la drogue ravagent la communauté. Petite note ici, pour que ce soit clair, les armes et les drogues n'ont jamais été et ne seront jamais un problème pour une communauté d'individus éduqués. Mais c'est bien évidemment un problème pour une communauté d'individus endoctrinés. N'Jobu rajoute « Ils sont maltraités par la police et emprisonnés. Partout sur la planète, les individus souffrent parce qu'ils n'ont pas les outils pour se défendre. » N'Jobu, comme Eric, sont pleins d'empathie pour ceux qui souffrent, contrairement à T'Chaka et T'Challa, qui eux ne se soucient que du Wakanda. Donc ici, comme souvent, toute idée qui mettrait en danger la stabilité de nos sociétés pyramidales injustes et qui risquerait d'ébranler les pouvoirs en place sont prononcées par les vilains de l'histoire, que ce soit Eric, le meurtrier sans âme, ou N'Jobu, l'extrémiste prêt à apporter le chaos dans nos sociétés pas du tout déjà chaotiques. Donc, quand vous regardez ces films, soyez très attentifs à ce qui est dit lorsque les gentils rencontrent les méchants. Car c'est souvent dans ces moments que des vérités ou contre-vérités sur ce monde sont dites. Écoutez bien le message indépendamment de celui qui le prononce et faites-le passer par le filtre de la loi naturelle. Ce qui est dit ici, évidemment, est valable dans tous les cas. Une autre scène qui mérite quelques commentaires, c'est la scène de combat entre T'Challa et Eric lors du défi pour le trône. Dans cette scène, tous les soi-disant amis et la famille de T'Challa restent spectateurs alors qu'il va se faire tuer. Il n'y a que Shuri qui a le courage d'écouter sa conscience et de dépasser son endoctrinement et son obéissance aveugle à des coutumes archaïques. Il intervient et il se fait tuer sans que personne n'y trouve rien à redire. Ces êtres sont tous des soumis qui n'ont ni courage ni morale.
Il est clair qu'Eric est un malade, un psychopathe instable, et que pour lui, une vie ne représente rien. Mais malgré cela, ils sont prêts à accepter que ce malade règne sur eux aussi longtemps que les règles de leur petit rituel sont respectées. Ce peuple est tout sauf un peuple évolué. Ici, c'est l'occasion de parler du personnage d'Okoye, la chef des Dolilah Milaje, ces forces spéciales qui sont au service du trône. Ce personnage est présenté comme une grande guerrière, courageuse et juste. En fait, c'est simplement une suiveuse d'ordre. Et comme elle le dit elle-même, je suis loyale envers le trône, peu importe qui s'y assoit. Qu'y a-t-il de plus immoral que ça? Elle fait partie de cette caste qui s'illustre depuis des millénaires comme la plus lâche et la plus immorale de toutes. Ces êtres pensent qu'il y a un honneur à servir d'outil. Ils pensent qu'ainsi, ils pourront donner un sens à leur vie et échapper à la responsabilité de leurs actions. Mais ces créatures maudites, au service la plupart du temps de tyrans et qui oppressent leurs frères, paieront leurs transgressions dans cette vie ou dans l'autre, et leurs descendants en subiront malheureusement probablement aussi les conséquences, car ce sont des transgressions. Il est important d'arrêter de glorifier ces faux défenseurs, ces faux protecteurs, qui, comme nous le voyons chaque jour dans l'actualité, enchaînent transgression sur transgression. Ils n'ont clairement aucun courage, car le courage, c'est de lutter pour la justice avec un grand J et de protéger les libertés et les droits de tous, quelles qu'en soient les conséquences. Et donc, dans ce film, même si Okoye finit par refuser les ordres d'Eric, elle ne le fait qu'après que son ancien maître, T'Challa, soit de retour. Maintenant, quelques mots sur Nakia, la petite copine de T'Challa, l'archétype de la femme moderne. Elle a clairement plus d'empathie qu'Okoye et que T'Challa. Elle souhaite aider ceux qui souffrent, mais malheureusement, elle le fait un peu comme certaines organisations humanitaires. Elle va aller panser les plaies des coups de fouet, mais jamais elle ne va s'attaquer aux véritables responsables de ces coups de fouet. De plus, elle a une attitude naïve en proposant à T'Challa de partager les ressources, les technologies et les connaissances du Wakanda avec le monde extérieur. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le monde d'aujourd'hui a avant tout besoin de s'élever en conscience avant même d'améliorer sa technologie. Donner ces technologies aux gouvernements immoraux actuels ne conduirait qu'à une seule chose, plus d'inégalité et d'oppression pour l'humanité. Actuellement, nous avons les technologies suffisantes pour nourrir et soigner le monde entier. Ce qu'il manque, c'est un degré de conscience suffisant pour le faire. Dans ce film, il y a un autre élément intéressant à noter et qui est d'actualité aujourd'hui en 2021. C'est le marquage numérique des individus. En effet, dans le film, les Wakandais ont tous un tatouage numérique luminescent prouvant leur appartenance à la nation. En fait, ils sont marqués comme des bêtes. La ressemblance est surprenante avec le tatouage quantique créé par le MIT pour prouver votre état de vaccination. Le tatouage du MIT utilise la luciférase et il est présenté comme un outil pour sauver les vies en enregistrant les données vaccinales d'un patient dans les endroits où le papier ou les enregistrements digitaux ne sont pas disponibles. Sachez qu'au début, ces outils sont toujours présentés comme des évolutions bénéfiques à l'humanité et ils finissent en général par renforcer son emprisonnement. Je sais qu'à l'heure actuelle, quasiment tous les individus de cette planète ont une identité, sous une forme ou une autre, qui les lie à un pays, comme on lie une marchandise à une entreprise. Mais la loi naturelle est claire. Aucun être vivant ne peut être possédé. Sa liberté est sacrée. Donc, il en va de même pour vous. Vous n'appartenez à aucun pays, ni à aucun groupe. Le fait d'être un membre volontaire et de partager
les valeurs d'un groupe ne donnent pas à ce groupe une quelconque autorité sur vous. Aujourd'hui, les nations considèrent que les individus marqués leur appartiennent et qu'ils peuvent en disposer comme bon leur semble. Ceci est purement et totalement immoral. Dans le film, lorsque la sœur de T'Challa lui donne accès à la nouvelle combinaison du Black Panther, un code luminescent s'active sur son cou. Ceci est une représentation de ce que prêchent les défenseurs du transhumanisme, une fusion entre le monde physique, digital et biologique. Ici, il faut bien comprendre une chose. La technologie, comme la connaissance, n'est en général ni bonne ni mauvaise. Seule la manière dont elle est utilisée compte. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que ceux qui la contrôlent sont des êtres totalement immoraux, avec une obsession pour le contrôle. Donc soyez-en sûrs, comme on le voit en Chine actuellement et petit à petit partout dans le monde, des régimes totalitaires basés sur les technologies de contrôle de masse sont en plein essor, et avec eux, l'oppression de toutes les voix dissidentes. Dernière séquence que je commenterai ici, c'est cette séquence qui se déroule à la toute fin du film, où la délégation wakandaise se rend au siège de l'ONU pour annoncer les débuts de la coopération entre le Wakanda et le reste du monde. Là, on y voit toutes ces raclures hypocrites vivant dans l'opulence et prétendant œuvrer pour le bien de la planète. L'une d'entre elles pose une question à T'Challa. Qu'est-ce qu'une nation de fermiers a à offrir au monde? Évidemment, on essaie de montrer le dédain qu'ont les nations soi-disant développées pour les pays technologiquement moins avancés. Mais cette question est une bonne question. Qu'est-ce que le Wakanda peut apporter au monde? D'un point de vue de la loi naturelle, le Wakanda n'a rien d'intéressant à apporter au monde. C'est une nation au niveau de conscience aussi bas que celui du reste du monde. Les technologies qu'il possède seront utilisées par les différents gouvernements pour oppresser davantage les peuples. Maintenant, clairement, s'il existait une nation de fermiers vivant en accord avec la loi naturelle, ces individus auraient énormément à apporter à ce monde injuste, et cela, quel que soit leur niveau de technologie. Pour moi, c'est la principale manière d'évaluer le degré d'avancement d'une civilisation, son niveau de respect des libertés et des droits de tous les êtres. Pour finir, ces mots qu'Eric dit à T'Challa, alors qu'il est sur le point de mourir et que T'Challa lui dit qu'il n'est peut-être pas trop tard pour le sauver. Eric dit « Pourquoi? Pour qu'ainsi vous puissiez m'enfermer? Non, brûlez-moi juste dans l'océan, là où mes ancêtres ont sauté des bateaux, car eux, ils savaient que la mort vaut mieux que des chaînes d'esclaves. » Si les humains avaient clairement intégré cette dernière phrase, ce serait depuis longtemps une espèce libre et probablement plus heureuse et prospère qu'aujourd'hui. Mais non, cette vérité indiquant clairement qu'il ne peut y avoir de réelle vie sans liberté, peu la comprennent et nombreux sont ceux prêts à troquer cette liberté contre des promesses de sécurité ou de confort. Ainsi, à l'heure où je vous parle, en fin 2021, après plus de 300 000 ans d'existence, l'espèce humaine est malheureusement toujours une espèce esclave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose et que vous comprenez pourquoi il est indispensable d'avoir une boussole morale bien alignée selon le principe de la loi naturelle lorsque l'on visionne ces contes et ces histoires fantastiques. Car comme vous l'avez vu, dans ces histoires, les éléments immoraux sont souvent enjolivés, avec des bons sentiments, avec des personnages héroïques les effectuant, et les éléments moraux sont à l'inverse, souvent obscurcis par le contexte. Cette inversion des valeurs morales est une des caractéristiques de nombreux films grand public.
C'est pourquoi il est important d'être vigilant lorsque l'on présente ces histoires à des enfants ou à des êtres dont la boussole morale est mal alignée. Sur ce, comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez justes et résistez au mal. Et moi je vous dis à bientôt.